Oui, ça marche. Vous m'entendez? Légèrement. Ah oui, non. Non, mais j'ai pas de chaîne. On a pas la Non, on l'a pas. C'est pas... Voilà, c'est parti. Donc on va démarrer la rencontre. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Fidèles, fidèles et fidèles pour nos rencontres du presse-papier. Oui, il marche. Tu voulais savoir s'il marchait? Il marche, il ondule le vôtre. Ah, alors, si je ne bouge pas, peut-être ça marchera mieux. Voilà. Ah, voilà, il ne faut pas que je bouge. Donc, j'en étais où? Oui, j'en étais au remerciement. Donc, on est très très heureux ce soir de recevoir Jérôme Garcin, fidèle des fidèles aussi du presse-papier qui nous soutient depuis de nombreuses années, puisque nous vous recevons, nous avons reçu déjà, je crois que c'est la 3e fois ou 4e fois. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre soutien. C'est très important pour nous. Et surtout, c'est très important pour les filles maintenant qui vont reprendre. Donc moi, je vais continuer un peu les rencontres puisqu'elles m'ont autorisé. Voilà. Dans notre grande sagesse. Et donc, voilà. Donc, je voulais juste dire, avant d'oublier, vous rappeler la prochaine rencontre du 14 janvier avec Maëlys de Kerangal. Donc, on finit l'année avec Jérôme Garcin, un grand monsieur de la littérature contemporaine. Et puis, on commence l'année 2025 avec une grande dame. Pour un très beau livre. Là, c'est contemporain. Pour un très beau livre de Ressac. Voilà. Et donc, il sera là le 14 janvier avec nous. Et puis, je vous rappelle l'avant-première du Salon du Livre, des 1er et 2 février, notre grand salon du livre d'Argenteuil, donc. Et nous recevrons Christian Astolfi, que nous avions reçu pour un livre qui s'appelait « De notre monde emporté », et qui revient avec son nouveau Deuil de la perdrix, qui est donc un auteur des éditions Le Bruit du Monde, qui sera notre éditeur invité cette année au salon. Voilà. Donc, merci Jérôme Garcin d'être là. Merci à vous. Merci pour ce livre. Et donc, c'est un livre passionnant. Donc, vous nous ouvrez une vision de la littérature. Vous m'entendez? Comment? Ça c'est mieux celui-là? C'est mieux pour vous? Oui, c'est ce que je bouge. Et donc, oui, c'est compliqué. Ça toujours... Et donc, la vision de la littérature, c'est une préoccupation. Et c'est pas mieux. Il faut la cliner comme ça. Comme ça, mais j'ai peur que ça soit un peu fort. Bon. Et donc, une double vision de la littérature sous l'occupation. Évidemment, les auteurs qui se sont compromis, Brasillac, mais aussi Céline, mais aussi Cocteau, et puis on en citera d'autres pendant la rencontre, qui ont collaboré, et vraiment collaboré. À moitié. Et puis les auteurs qui, eux, ont résisté. Voilà, Jean Prévost, évidemment, le grand auteur de Jérôme Garcin, qui est malheureusement pratiquement plus édité aujourd'hui, c'est un crève-cœur. Et puis Jacques Lucéran, on avait fait une rencontre autour du Voyant, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les fidèles.
et puis Kessel, et puis Saint-Exupéry, voilà. Des auteurs qui ont résisté, qui ne se sont pas compromis. Voilà, et donc cette grande question qui est sans doute doit-on séparer l'œuvre de l'homme, et une question qui aujourd'hui nous paraît essentielle, hein, fondamentale, avec la montée de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie. Donc voilà. Et ça pour dire que bon, c'est très très sérieux ce soir. Merci. Même, je vous laisse dialoguer. Voilà, alors merci Catherine et merci Jérôme d'être encore là. Je sais que on vous demande beaucoup, vous êtes rare en librairie et vous venez toujours ici très, très fidèlement, c'est toujours un plaisir. Je crois qu'il est inutile de vous présenter parce que les gens qui sont là vous connaissent tous, soit par la radio, le livre, le journalisme. Plusieurs de vos livres sont là en poche, on en parlera au cours de la conversation. Sur ce dernier livre, pardon, quelques remarques en guise de présentation. D'abord, c'est un livre qui paraît dans la collection chez Gallimard de Régis Debray, c'est-à-dire l'auteur de Loué soit nos seigneurs et de Par amour de l'art, qui sont des livres justement de réflexion sur ces maîtres littéraires, sur l'histoire de l'engagement, etc. Et aussi un homme qui s'est beaucoup entretenu sur la fin de sa vie avec Daniel Cordier, par exemple. Donc ça a peut-être un sens que vous soyez publié dans cette collection, je suppose qu'il vous a demandé. Et ça paraît aussi, comme le dit Catherine, dans un double contexte qui est à la fois un contexte politique qui est celui qu'on connaît, c'est-à-dire dans tous les pays européens, une remontée des extrêmes et particulièrement de l'extrême droite, et un contexte éditorial qui a connu un de ses sommets il y a un peu plus d'un an, quand on a retrouvé et publié les manuscrits de Céline inédits, enfin qui étaient perdus, et qui ont remis qui ont d'abord été un succès, pour le premier volume en tout cas, qui ont remis Céline en avant. On a même refondu ensuite la Pléiade Céline pour la remettre à jour. Enfin bon, Céline est devenue tout à fait à la mode comme d'autres écrivains, collaborateurs ou autres, qui étaient mal conduits pendant la guerre et qui sont revenus au cours des années dans l'actualité au cours des années 80-90. Et vous dites à ce sujet, une phrase à propos de quelqu'un d'autre, à propos de Chardin, vous dites le dégoût est toujours de bon goût, et l'odieux a, répète-t-on volontiers, du génie. Alors, dernière remarque sur le titre du livre, des actes, dans des mots et des actes, avec un sous-titre, les belles lettres, sous l'occupation et les belles lettres. Est-ce à dire, d'abord, parce qu'on dit des mots et des actes, mais est-ce que les mots, les publications, les textes ne sont pas eux-mêmes des actes aussi forts que parfois l'acte de prendre les armes ou d'avoir une action? Et ensuite, je vois peut-être, on verra en parlant des correspondances, mais je vois dans le sous-titre un peu d'ironie sur l'expression « les belles lettres », parce que ce ne sont pas toujours les belles lettres que l'on croise dans cette période. Vous allez me laisser parler un peu quand même. C'est incroyable. Vous avez tout dit, tous les deux. D'abord, merci d'être là ce soir. Je suis toujours heureux de venir ici, au Presse-Papier. Fidèle aussi à Nicolas, qui est peut-être un de nos meilleurs lecteurs, on ne le sait pas assez. Et pas simplement de Louis Aragon. Je voudrais juste ajouter un contexte aussi. Bon, effectivement, il y a les raisons que vous avez dites, mais il y a aussi 2024, c'est les 80 ans du débarquement. Et c'est aussi l'année anniversaire de la mort de Jean Prévost, les armes à la main au pied du Vercors, 1er août 1944.
je reviendrai un peu sur mon Jean Prévost, évidemment. La veille, mourait dans le ciel de France, au-dessus de Marseille, Saint-Exupéry, 31 juillet 44. Et je rappelle dans mon livre que c'est Jean Prévost qui a fait découvrir Saint-Exupéry. Il n'avait encore rien écrit. Et c'est Jean Prévost qui a publié son premier texte dans la revue Les Navires d'Argent, d'Adrienne Monnier, et qui en plus l'a amené ensuite, Saint-Exupéry, chez Gallimard. 31 juillet, 1er août. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que les deux seuls écrivains français, ils sont morts, les armes à la main, pendant l'occupation, c'est Saint-Exupéry. Enfin, les armes, on comprend, il était en mission aux commandes de son avion, et c'est le lendemain, Jean Prévost, alias capitaine Goderville, dans le Vercors, qui est mort. C'était deux frères d'armes. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'y en a eu que deux. Il y a eu beaucoup de victimes, malheureusement, évidemment, mais en combattant, il n'y a eu que ces deux-là. J'excepte Paul Mison, qui est mort pendant la drôle de guerre en combattant. Et ce qui est encore plus fou dans l'histoire de cet anniversaire des 80 ans, si je digresse trop, Nicolas, je compte sur vous pour m'arrêter, c'est que donc 31 juillet, Saint-Ex meurt au-dessus de Marseille. Le lendemain, Jean Prévost au pied du Vercors, son ami, son frère d'armes. Et le lendemain, meurt à Paris d'un arrêt cardiaque et aussi d'un abus d'alcool, devant chez Lippe, Ramon Fernandez, qui était le témoin de mariage à Osgore de Jean Prévost avec Marcel Auclair, autre témoin étant François Mauriac. Ramon Fernandez, grand critique littéraire de la NRF, venu de la gauche militante, passé au PPF, au parti de Jacques Doriot, pendant l'occupation, allant jusqu'à porter l'uniforme du PPF tout au long, qui était un écrivain collaborationniste, et qui est mort, c'est le père de Dominique Fernandez, pour ceux qui voudraient faire un lien, et qui est mort, je dirais presque de dégoût de soi-même, le 3 août ou 4 août 1944, c'est-à-dire échappant à la libération de Paris, et il était enterré à Saint-Germain-des-Prés avec, dans l'église, toutes les huiles du PPF, mais aussi tous les uniformes encore de la Wehrmacht qui étaient là, les officiers au grand complet. Donc, ce contexte historique, il est aussi important, et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai publié, et Gallimard voulait le publier à ce moment-là, parce que ça marque quand même un anniversaire. Pour moi, c'est un autre encore anniversaire, puisque c'était exactement il y a 30 ans que j'ai tenté la réhabilitation et la redécouverte de Jean Prévost, un écrivain d'une trentaine de romanciers, critiques, essayistes, touche-à-tout, sorte de pic de la Mirandole de l'entre-deux-guerres, qui était vraiment une forme de génie, passionné par l'architecture aussi bien que par le cinéma. Et Jean Prévost, à l'époque, je l'ai fait découvrir en faisant rééditer certains de ses livres. Et mon premier contrat chez Gallimard pour ce livre supposait, à la place de la Valoir, qu'on réédite, ou qu'on réédita, si on veut parler bien, à la fois la création chez Stendhal, admirable livre de Jean Prévost, et aussi 18e année, qui est son éducation intellectuelle. Et donc, quand j'ai publié ce livre, c'était en 1994, ça s'appelait Pour Jean Prévost, parce que je ne supportais pas que cet écrivain, auteur d'une trentaine de livres, soit passé totalement aux oubliettes. Ça venait à la fin des années 80, où j'avais été un peu exaspéré, pour employer un mot poli, exaspéré par la multiplication des rééditions d'écrivains collaborationnistes, que j'appelle dans mon livre le bon chic collabo. On s'est mis pendant ces années-là à rééditer tout Rebattet, à rééditer, et à vouloir, à tenter avec 2-3 livres, une réhabilitation de Robert Brasillac en faisant un martyr de l'épuration et non plus l'écrivain collaborationniste qu'il avait été. Et donc,
Et puis c'était les années Mitterrand, c'était la fin des années Mitterrand, enfin on était encore dans les années Mitterrand, un double septennat, mais ces années 80 qui avaient vu, bon, évidemment, l'éloge permanent, perpétuel, quotidien de Jacques Chardon par François Mitterrand. Je passe sur ses amitiés avec Papon, avec Bousquet et les autres. Et c'était une époque où, par exemple, je découvrais, moi qui avais été formé par un prof en Cagne, à Henri IV, à Aimé, à Heidegger, je découvrais que son meilleur introducteur en France était Jean Beaufray. Et Jean Beaufray entretenait, je le découvre un jour en ouvrant le Monde, une correspondance assidue avec Robert Foresson, qui était le pape du négationnisme. Bref, toutes ces choses-là m'ont effectivement exaspéré, et ça se doublait d'une, comment dire, d'une tendance assez nauséabonde, effectivement, je reviens à votre phrase, qui voulait que les écrivains collaborationnistes aient tous du génie, certains en ont eu, Céline en premier lieu, et qu'à contrario, les écrivains qui avaient fait le choix de résister, ou le choix en tout cas de se battre, résistance intellectuelle, résistance armée, résistance spirituelle même, que ces écrivains-là soient tout d'un coup considérés comme de piètres écrivains. C'était un manichéisme qui peut faire sourire aujourd'hui, mais qui était très fort. Je ne sais pas si Nicolas s'en souvient, mais tout d'un coup, on voyait paraître évidemment des livres sur Saint-Exupéry, écrivain pour classe terminale, pour classe élémentaire, Camus, philosophe pour classe terminale, etc. Et encore une fois, certains totalement oubliés, comme Jean Prévost. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait ce livre. Et 30 ans après, au moment de publier Des mots et des actes, je constate que, oui, j'ai réussi à faire rééditer l'ensemble des livres ici ou là de Jean Prévost. J'ai, pendant une dizaine d'années, inauguré des rues, des écoles, des collèges Jean Prévost, un peu partout en France, mais que, pour autant, si je devais faire un bilan personnel, 30 ans après, j'ai échoué dans la diffusion de l'œuvre de Jean Prévost. Alors que j'ai été mieux guidé quand j'ai publié Le Voyant sur Jacques Lucéran. Vous savez, je ne sais pas si vous en souvenez, ceux qui étaient peut-être là quand j'étais venu, c'est-à-dire ce jeune aveugle, totalement aveugle, qui à 17 ans a créé au lycée Louis-le-Grand le premier mouvement de résistance lycéen qui a été ensuite dénoncé, arrêté par la Gestapo, déporté à Buchenwald, qui est sorti vivant, miraculeusement vivant du camp de la mort, et qui avait écrit des livres dont certains sont pour moi admirables, Et la lumière fut étant le premier de ces livres-là, que j'ai fait rééditer aussi en folio. Et là, il s'est passé l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est mis à lire Lucéran, à lire Et la lumière fut, à lire Le monde commence aujourd'hui, et que la postérité, même si moi je pense qu'il aurait sa place au Panthéon, hein, Lucéran, la postérité de l'écrivain Lucéran existe, et même porteuse d'une certaine espérance pour beaucoup de gens. Voilà. Donc c'était aussi une manière de faire un petit bilan, et puis pour raconter dans un livre que je veux tout à fait pédagogique, un tout petit milieu littéraire me dit mais ça, tout ça on le sait. Je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, avec le courrier que je reçois, les gens que je rencontre, je vois bien que non, on ne le sait pas forcément. Et puis que deuxièmement, même si on le sait, je pense qu'il y a des idées qui méritent d'être défendues pour les raisons que vous avez dites aujourd'hui. Par exemple, la première que je cite au début de mon livre, dont j'ai fait ma devise, est une phrase pour moi essentielle de Jean Prévost, qui était un pacifiste, hein, jaurétien, socialiste et vraiment pacifiste, formé par le philosophe Alain. La phrase de Jean Prévost, c'est « Je veux défendre violemment
des idées modérées. Je veux défendre violemment des idées modérées. Si cette phrase n'est pas actuelle, alors je me demande ce qui pourrait l'être, mais il suffit de... Moi, je l'aurais bien inscrite au fronton du Palais Bourbon aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas caduque. Et beaucoup des... Et quand je lis malheureusement aujourd'hui, comme nous toutes et tous, hein, certains propos, certaines inscriptions, certains propos antisémites, et, racistes, homophobes, enfin on peut multiplier, je me dis que peut-être qu'on trouvera dans ce livre la preuve que malheureusement ça perdure, mais aussi qu'il y a une manière de le combattre ou de résister à cette tendance-là. J'ajoute par rapport à ce que vous venez de dire sur la période où on a réédité beaucoup de choses, que c'est aussi la période par exemple où Morand est entré dans la Pléiade, où on a publié le journal de guerre de Drieux-La Rochelle, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Oui, non, juste là-dessus, il faut bien qu'on me comprenne, qu'on ne fasse pas d'erreur. Je suis pour qu'on publie tous ces auteurs-là. Je suis aussi pour qu'on les réédite. La découverte des inédits de Céline, il y a 2 ans, était un véritable événement, qui n'est pas forcément d'ailleurs bien compris. Moi, je me souviens que le premier de ces inédits, qui était Guerre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'un très très beau livre d'ailleurs. Le deuxième, c'était moins le cas. Moi, je l'avais inscrit au programme du Masque et la Plume, pour que les critiques me donnent leurs sentiments sur cet inédit de Céline. Ils en ont pensé ce soir-là, d'ailleurs, du bien. Mais j'ai reçu une avalanche de courriers d'auditrices et d'auditeurs me disant « Vous n'avez pas le droit, sur une radio de service public, de faire l'éloge d'un écrivain ouvertement, notoirement antisémite. » Donc le débat persistait. Bon. Mais en ce qui me concerne, je suis évidemment pour qu'on publie, qu'on réédite, il n'y a pas de... qu'on lise. En revanche, là je m'énerve si on oublie, on refuse, on néglige de publier les autres. Voilà. Je voulais préciser aussi que dans ce livre, à chaque chapitre pratiquement, c'est un livre qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon d'un livre un peu... Enfin, qui a un caractère un peu subjectif, parce que d'abord, il ne se donne pas comme une histoire littéraire complète, et c'est, dans chaque chapitre, on retrouve quelque chose de Jérôme Garcin, et j'ai l'impression qu'à chaque figure, vous vous êtes interrogé. Et par exemple, au tout début, là, vous parlez, je voulais le citer, mais bon, c'est pas grave, vous verrez au début, pour Prévost, il y a un formidable éloge du verbe résister, et Prévost, pour moi, le premier livre de Prévost que j'ai lu, c'était justement 18e année. Et moi, j'ai l'impression, en vous lisant, que 18e année et la découverte de Prévost, en fait, au même âge pratiquement, enfin, vous aviez l'âge, c'est ce qui a changé un peu votre rapport au texte, parce que avant cela, un peu comme tous les universitaires, surtout dans ces années-là, on ne jurait que par le texte. Un texte devait se comprendre uniquement par lui-même. Et même moi, quand je suis entré à la fac, bien des années après, c'était mal vu de connaître ou de parler de la vie de l'auteur. Il ne fallait pas expliquer le texte par la vie de l'auteur, et on devait pouvoir expliquer un texte sans ne rien savoir, ni du contexte, ni rien du tout. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, sur laquelle on pourra enchaîner tout à l'heure, pour que tout le monde comprenne bien ce dont on va parler, c'est de nous dire quelles sont les, mettons en 1940, quelles sont les forces en présence. C'est-à-dire, il y a en gros 2 éditeurs qui s'affrontent, Gallimard et Grasset. Il y a la revue, la NRF, qui s'oppose à l'Académie française, enfin à l'esprit de l'Académie française, des écrivains académiciens. Il y a des gens de théâtre, des gens de cinéma. Et en fin de compte, avant même que l'occupation proprement dite commence, les forces sont déjà en place, parce que les écrivains un peu modernistes des années 20-30, les surréalistes, les premiers romans de Malraux, les
Aragon, évidemment, je ne voulais pas le citer à tort de bras pour pas avoir rien. Mais Aragon, bien sûr, et même, comment ça s'appelle, la nausée de Sartre, c'est encore à la fin de c'est encore quelque chose de très nouveau, quoi, à l'époque, sont déjà en place pour s'opposer à des gens qui sont des écrivains, d'ailleurs pas toujours de la même trempe, et qui vont devenir des collaborateurs finis. Est-ce qu'on peut parler de ces forces en place et peut-être de la première grande manifestation de ces forces qui sera le grand voyage de séduction à Weimar? Alors, je répondrai aux deux questions quand même à la première, mais il faudra qu'on me fasse penser à y revenir. Mais sur la seconde, oui, comment dire, il y a eu la guerre avant la guerre. Et c'est clair que, prenons des forces en présence en France, hein, avant l'occupation, on voit que l'Académie française va donner une grande partie des écrivains collaborationnistes. Là encore, il faut imaginer, mais je pense que siégeait à l'Académie, notamment Charles Maurras, Action française, bon, je ne vais pas rappeler, mais c'est en 1935 qu'il a dit qu'il fallait fusiller Blum, mais dans le dos. Fusiller Blum, mais dans le dos. C'était bien avant. Et il y avait tous ces écrivains qu'on a oubliés, pour certains, Dieu merci, Henri Bordeaux, etc., qui ont l'Académie, à l'exception de très rares, comme Duhamel, comme François Mauriac, mais très rares, l'Académie était du côté, bon, et les jeunes poètes, notamment les surréalistes, mais d'autres, formaient ce qui allait devenir effectivement le front de la résistance intellectuelle. Donc, les forces étaient en place. Et évidemment, l'occupant n'a fait que s'installer dans cette guerre de position qui avait précédé l'occupation. Le train est venu, le fameux train de Weimar est venu en 1941. Le train de Weimar, pour rappeler en quelques mots, c'est donc Goebbels, qui était donc le grand chef de la propagande nazie, s'est dit: j'ai besoin de publicité pour faire la promotion de Hitler et de ses idées. Et donc je vais habiter dans un train, le train de Weimar, qui allait à Weimar en 1941, une brochette d'écrivains français. Et donc sur le quai de la gare, on voit arriver Drier-La Rochelle, Robert Brasillac, Marcel Jouandeau, enfin, tous ces écrivains-là, Jacques Chardon et les autres, Abel Bonnard, qui arrivent, qui vont prendre le train pour Weimar. Là-bas, on les reçoit, on leur fait visiter la maison de Goethe, on les emmène sur le Rhin pour une croisière, on leur donne de l'argent de poche même, et puis on leur dit en revenant, bah, vous allez quand même dire du bien de nous. Et en revenant, tous ces écrivains publient des textes, mais hallucinants, tellement hallucinants que, dans la GR, quand je suis partout à lire, tellement hallucinant que l'un de ces voyageurs, qui était Jacques Chardon, l'auteur des Destinées sentimentales, Jacques Chardon, est allé même à Vichy pour rencontrer le maréchal Pétain, pour lui raconter un peu son voyage, et qu'il y a une note qui est du chef de cabinet du maréchal Pétain pour expliquer quand même que c'était un peu trop, quoi. Enfin, que la manière même Pétain était choqué par l'éloge du nazisme par Jacques Chardon. Donc ça, c'est ce fameux voyage qui évidemment qui a été ensuite d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'on a fait la même chose avec les peintres, dont Vlaminck et les autres, Van Dongen, et puis on l'a fait avec les comédiens, dont ma chère Danielle Darieux, qui est montée dans un train. Elle a expliqué après que c'était pour libérer un de ses amis, mais enfin, bon. Donc c'est un... Et ça, malheureusement, on peut le dire aujourd'hui, il n'y a que les écrivains et artistes français qui aient accepté ces voyages dans l'Allemagne nazie pour en chanter la gloire. Pour revenir à la première question, je ne sais pas ce qu'il y a de moi. Oui, parce que je la précise. D'abord, m'a-t-il semblé, dans chacun des chapitres, on pouvait penser à tel ou tel autre livre que vous aviez écrit précisément. Bon, ça,
peut-être un phénomène qui se passe à chaque fois qu'on lit un écrivain qu'on suit depuis longtemps, mais aussi parce que vous interrogez aussi vos goûts de jeunesse, etc. Et par exemple, on pourra prendre l'exemple de la rencontre quasiment fortuite que vous avez faite de l'avocat Guibaud et de Lucette, la veuve de Céline, alors que vous étiez tout jeune. Alors, dans l'ordre, c'est vrai, pour reprendre la question, j'ai pas oublié la question, hein. C'est vrai que j'ai été, d'abord, je l'ai dit, répété, c'est pas un crime, mais je suis un privilégié, c'est-à-dire je suis né dans du papier. Mon père était éditeur, j'ai lu très tôt, très jeune, énormément. Et les drames personnels que j'ai connus m'ont rendu encore plus lecteur. La mort de ce frère jumeau, la mort de mon père, tout jeune, à 45 ans, j'en avais 17, ont fait de moi un lecteur, mais les livres étaient un refuge. C'était pas simplement un plaisir, c'était, j'avais besoin de livres, c'est d'ailleurs ce qui a sauvé en partie à un moment donné ma vie. Je l'ai raconté ailleurs, mais cette détresse qui était la mienne à 17 ans, quand on a perdu son double, son jumeau, on a perdu son père, était de me jeter sur le petit livre d'Anne Philippe, Le temps d'un soupir. Et ce livre-là, que j'ai souligné, m'a redonné un espoir que je n'avais plus. Anne Philippe m'a accueilli, et voilà, etc. La suite, vous la connaissez, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme ensuite. Mais les livres étaient tout pour moi, mais je lisais de manière compulsive. Et c'est vrai qu'à 15 ans, 16 ans, les étés entiers, je prenais une œuvre complète. C'est-à-dire, je prenais tout d'un coup tout Giraudoux, je prenais tout Claudel, je prenais tout Mauriac, et je bouffais, c'était compulsif. Et j'étais à ce moment-là un adolescent proustien, c'est-à-dire anti-Sainte-Beuve. Les œuvres. Ce qu'ont été, ce qu'ont vécu, ce qu'ont dit même, ou exprimé les écrivains, importe peu, je veux du texte, il n'y a que le texte qui vaille, et tant pis si l'auteur fait des cochonneries ou qui dit des saloperies. Et ça a tenu effectivement jusqu'au moment où je suis rentré en Cagne, la Cagne où était passé Jean Prévost, où j'ai rencontré le fantôme de Jean Prévost, étant dans les mêmes classes, j'étais tout d'un coup, et en lisant Prévost, en découvrant sa vie, c'est-à-dire celle d'un pur intellectuel, je dis bien d'un pur intellectuel, je l'ai dit, je me répète, mais pacifiste, socialiste, germanophile, comme Jacques Decour, totalement germanophile, qui est devenu normalien, qui a fait sa thèse sur Stendhal. Peut-être, moi qui suis stendhalien, je peux vous dire, c'est le plus beau texte qu'on ait écrit sur l'écrivain et l'œuvre de Stendhal. Que cet homme-là, en 1943, après avoir soutenu sa thèse sur Stendhal, et déposé ses affaires, soit monté dans le Vercors, et appris à manier des armes, a commandé une compagnie, donc la compagnie Goderville, c'est le nom de son village natal, ou presque natal, dans le pays de Caux, qui se soit battu jour et nuit, plutôt jour, contre les Allemands qui essayaient, par vagues successives, de prendre le massif du Vercors. Et quand la nuit tombait, il déposait ses armes sous sa tente, et il écrivait un texte, qui sera son dernier texte, qu'on a retrouvé d'ailleurs, près de la tente, un texte sur Baudelaire, absolument remarquable, quasiment achevé, qui a été publié ensuite, que cet homme-là, qui n'était pas destiné à se battre, et jouer ce rôle-là, et porter ses idées jusqu'au sacrifice de sa vie, et en fait, quand le massif, qui n'avait pas été approvisionné en armes par les Alliés, tout le monde le sait, quand le massif est tombé, les Allemands ont fini par le prendre, lui a essayé avec ses hommes de quitter le massif,
Et au pied du Vercors, il était attendu, il a été piégé et mitraillé par les Allemands avec une telle violence que d'ailleurs son corps a été retrouvé au fond du ruisseau au-dessus du pont Charvet, tellement on avait tiré sur lui. Cet homme-là, évidemment, du jour au lendemain, a changé. Et je me suis dit, après tout, évidemment qu'il faut lire, découvrir Jean Prévost, il faut comprendre ce que c'est qu'une vie où tout d'un coup on est en accord total avec ce qu'on a écrit. Et pour moi, ce jour-là, j'ai établi ce que j'appelle une échelle de Prévost, c'est-à-dire j'ai lu aussi en fonction, et j'ai cessé bêtement de croire que... mais pendant une période, c'est vrai que je lisais Claudel sans me soucier de savoir qu'il avait écrit cette ode pitoyable au maréchal Pétain, que Giraudoux n'a pas été non plus un résistant exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Même en Cagne, ou encore une fois, où notre professeur de philo, Pierre Jasserme, nous a aimés passionnément à Heidegger, évidemment, je me suis assez interrogé sur le rôle qu'il avait eu à l'université de Fribourg. Bref. Et là, j'ai effectivement orienté, et je suis devenu un lecteur plus critique et plus sensible peut-être aussi au courage des uns, d'où les mots et les actes, et à la lâcheté des autres. Oui, vous aviez raison, j'ai oublié les belles lettres sur l'occupation, c'est évidemment une ironie, une figure de style. Et c'est effectivement un livre que j'ai écrit. Ah oui, c'était important. C'est surtout pas un livre d'historien. Parce que certains me disent, mais vous avez oublié René Char, que j'ai bien connu, le capitaine Alexandre, vous avez oublié Aragon, vous avez oublié Romain Gary, et bien sûr que j'ai oublié. C'est pas un livre d'historien, et encore moins exhaustif, c'est le livre de quelqu'un qui, comme vous Nicolas, mais moi depuis 40 ans, lit tout ce qui s'est écrit pendant cette période. Journaux intimes, correspondances, textes personnels, et c'est un peu un bilan de mes lectures. Mais en revanche, je n'ai voulu ni être exhaustif, ni être l'historien que je ne suis pas. Simplement, je n'avais pas écrit ce chapitre, par exemple, sur cette hallucinante correspondance entre Paul Morand et Jacques Chardon, si elle n'avait pas paru, il y a une dizaine d'années, en 3 volumes, des milliers de pages. Hein. On peut dire aussi que c'est une époque qui se caractérise, notamment dans 2 chapitres de votre livre, sur le fait que les écrivains s'écrivent beaucoup, qu'il y a une littérature, pas clandestine, mais secrète, disons, entre les auteurs, alors pour le meilleur parfois, et pour le pire, souvent dans le cas que vous venez de dire, et des auteurs qui écrivent à la fois, d'où on peut comprendre ça aussi, c'est les belles lettres, parce qu'on s'envoie beaucoup de lettres, mais vous avez raison, je ne vais pas faire mon vieux schnock, mais c'est formidable. Moi j'ai toujours aimé les correspondances, mais celles au 18e, au 19e, et c'est vrai que voilà, c'est pas avec les textos ou les mails d'aujourd'hui qu'on aurait l'équivalent. Le cas de Morand, Chardon, qui se sont écrits pendant des décennies, avant l'occupation, pendant l'occupation, après l'occupation, est un cas unique parce que d'abord, je crois qu'on n'atteint dans aucune correspondance un degré d'ignominie, de fiel, comme on en trouve là-dedans. Paul Morand étant le champion de l'antisémitisme, de l'homophobie, du racisme, enfin c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Mais la vraie perversité, il s'écrivait de très belles lettres d'ailleurs. Morand est peut-être un des meilleurs stylistes du siècle, grand écrivain de jazz, comme disait Céline. Mais la perversité, c'est que les deux s'étaient entendus au préalable pour que leurs lettres soient publiées après l'an 2000. C'est-à-dire que ce qui était censé être une correspondance entre 2 vieux amis
abominablement réactionnel et bourbon, était en fait calculé pour paraître un jour. Ce qui rendait d'ailleurs aussi les passages les pires, encore pires, puisqu'ils voulaient, après leur mort, que ça devienne un monument, la correspondance. Je les ai appelés les chevaliers du fiel, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. On verra d'ailleurs au fur et à mesure de ces 3 volumes, de cette correspondance de milliers de pages et de lettres, on verra que Chardon, petit à petit, après la libération, commence à regretter ses excès et d'avoir écrit certains textes effrayants d'ailleurs. Alors que Morand, jusqu'à sa mort, et à un âge très avancé, a persisté dans les propos. On trouve le mot de nègre, de pédé, etc., jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers jours. Et lui, qui voulait quand même entrer à l'Académie française, donc il faisait tout pour que le général de Gaulle accepte finalement, parce qu'il fallait que de Gaulle donne son accord, hein, le président doit donner son accord. Donc publiquement il faisait attention, mais dans ses lettres, mais c'est absolument hallucinant. Donc voilà, mais en revanche, les belles lettres, parce qu'il y a des lettres magnifiques, je parle de cette correspondance entre Jean Paulhan et Jean Guéhenno, côté de la Résistance, qui sont absolument admirables, entre Mauriac et Paulhan aussi. C'est vrai que c'est une période qui, et en plus la censure et la souffrance collective rendaient ces lettres, quand elles étaient du bon côté, encore plus capitales, hein, dans la vie de ces écrivains. Il y a une autre forme aussi de collaboration, qui est une sorte de collaboration moins violente, moins vindicative, mais qui est une collaboration un peu mondaine, comme par exemple chez Sacha Guitry, par exemple, ou Cocteau, dont vous dites d'ailleurs, vous dites, il a survécu en se préférant. C'est-à-dire que pendant toute l'occupation, il a préféré faire des dîners chez Maxime, c'est faire jouer des pièces et tourner des films, etc. Et là, et d'ailleurs, il y a une lettre d'Éluard à Cocteau qui est absolument terrible, il dit, on croyait que vous étiez des nôtres, mais vous êtes... Et alors là, on s'aperçoit, enfin, on se pose la question, on se dit, mais finalement, ces écrivains qui ont si mal tourné, est-ce que c'était réellement par conviction? Est-ce que c'était, par exemple, dans le cas de Morand ou de Drieux, qui arrive à la direction de la NRF, une volonté de prendre une revanche, parce qu'ils n'avaient pas été assez mis au même niveau que, je sais pas, que Malraux ou que d'autres de leurs contemporains, ou est-ce que c'est par confort, disons, ce qui est peut-être pas mieux, dans le cas de Cocteau, Guitry, etc. Et on se dit que finalement, ils ne se sont peut-être pas, comme on le dit souvent, trompés. Ils ne se sont pas trompés, ils ont fait un choix qui était le choix du confort. Alors, les écrivains les plus collaborationnistes croyaient que le nazisme était la seule manière de protéger la France et l'Europe du communisme. C'était ancré, on retrouve ça dans tous les textes de Brasillac, de Drieux, c'était vraiment une conviction profonde. Et que l'ordre nazi était la seule manière d'imposer dans nos pays, notamment la France, qui succombait à une dégénérescence profonde, d'imposer un ordre nouveau. C'était l'Europe nouvelle, le monde nouveau. Donc ça, c'était des convictions profondes. Les résistants, croyez-moi, ils croyaient profondément que le nazisme tomberait un jour, qu'il fallait résister. Et puis vous avez, dans le monde littéraire je parle, hein, puis vous avez effectivement la partie centrale qui est, bon, Cocteau est peut-être la meilleure image, c'est-à-dire
c'est préserver un confort personnel, aucune conviction nazie, mais en revanche, Jean Cocteau allait dîner toutes les semaines à l'ambassade d'Allemagne, dîner avec tous les officiers allemands chez Maxime, chez Prunier et ailleurs, et a commencé l'occupation par un éloge qui peut-être, alors qu'il était brillantissime, Cocteau, le plus mauvais texte que j'ai lu de lui est un texte qu'il a écrit au tout début dans Je suis partout, la Gers, sur Arnaud Breker, qui était le sculpteur officiel de l'Allemagne nazie, et qui exposait au Luxembourg, au musée du Luxembourg, ces statues tellement géantes que d'ailleurs, je ne sais plus qui disait que si ces statues, qui étaient toujours des athlètes, évidemment à rien, que si elles entraient en érection, on ne pourrait même plus passer dans les allées. Et là, l'éloge d'Arnaud Breker par Jean Cocteau, et je ne sais pas si vous l'avez lu, il est non seulement idiot, mais en plus il est mal écrit, il est enflé, il est enfiguré, enfin bref. Etc. Et ensuite, évidemment, il a cherché son intérêt, comme beaucoup, c'est-à-dire continuant à vouloir être publié, à vouloir être joué, à vouloir qu'on fasse son éloge sur la radio et la télévision d'État que l'Allemagne avait instauré en France. Et puis quand à la fin de l'occupation, quand le général de Gaulle est arrivé pour faire son fameux discours place de l'Hôtel de Ville, il a foncé pour applaudir le général de Gaulle et dire à quel point c'était le sauveur de la France. Pardon, mais quand on regarde le parcours de Cocteau, Prunier et Maxime mis à part, c'est une certaine image de la France, qui était attentiste, qui malheureusement n'avait pas le confort dans lequel vivait Cocteau, mais qui, voilà, et qui au moment où le général est arrivé, a choisi de... disons que c'est l'image la plus mondaine, la plus dérisoire de ce qu'a été ce monde littéraire. Et pendant ce temps-là, d'autres risquaient leur vie, d'autres étaient fusillés. Je parle de cet écrivain que j'admire incroyablement, qui est Jacques Decour, qui est peut-être des écrivains résistants le plus germanophile de tous. Il faut savoir que Decour, qui est le cofondateur des lettres françaises, avec Aragon et les autres, que Jacques Decour, qui était professeur au lycée Rollin, qui s'appelle maintenant le lycée Jacques Decour, dans le 9e arrondissement de Paris, que Jacques Decour donc, a été arrêté par la Gestapo et fusillé au Mont-Valérien. Et avant de mourir, il écrit cette lettre à ses parents, moi, qui me fait toujours pleurer quand je la lis intégralement, tellement elle est belle, tellement elle est grande, tellement elle est digne. Il a 30 ans, hein. Il est même pas, enfin c'est un tout jeune homme. Et dans cette lettre, il dit demander à ses parents de demander au professeur qui va lui succéder dans son lycée, c'est Rollin, de lire aux élèves une page de Goethe, qui est la fin d'Egmont. Et on retrouve ça aussi chez Jean Prévost quand il dit je sais que je serai tué par les Allemands, mais c'est pas eux mes ennemis, c'est pas cette Allemagne-là que j'ai combattu. C'est l'Allemagne que j'aime, c'est la même que celle de Decour, c'est celle de Schiller, de Goethe, de Heine et des autres. Et Decour n'a pas abdiqué sa germanophilie jusque devant le peloton d'exécution. C'est quelque chose qui est pour moi absolument magnifique. C'est pour ça que quand on voit le parcours de Decour, qui avait été d'ailleurs visionnaire, parce qu'il avait fait un voyage en Allemagne en 1936, où il racontait tout ce qui allait se passer, quand on voit le parcours de Decour, ou de Jean Prévost, ou de Lucéran, évidemment, on est sans indulgence pour Jean Cocteau. Jacques Decour, d'ailleurs, qui a été fusillé, enfin arrêté, juste avant la parution du premier numéro des lettres françaises clandestines. Mais il avait travaillé à la création. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Avec Paul Ange. Je disais qu'il était communiste, évidemment, ajouté à sa responsabilité. Est-ce qu'on peut prendre deux figures
qui me paraissent intéressantes et sur lesquelles il y a eu 2 livres importants ensuite, 2 figures complètement assez différentes. Robert Brasillac, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, sur lequel il y a eu un livre il y a quelques années d'Alice Kaplan qui est tout à fait passionnant à lire, qui est en poche, c'est pour ça que je voulais vraiment le montrer, et la biographie de Ramon Fernandez par son fils dans les années début 2000, je crois. C'est même en 2 volumes d'ailleurs. Et alors ça, c'est 2 figures tout à fait opposées. D'abord parce que Ramon Fernandez n'était pas aussi furieusement antisémite que Brasillac, et Brasillac, lui, était tellement hitlérien qu'il a eu son procès à la Libération, il a été fusillé. C'est le seul voilà, écrivain voilà, collaborationniste qui a été... Justement, je voulais y venir parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, dont Mauriac, qui ont signé une demande de grâce auprès de Gaulle, qu'il a refusé. Et la raison qu'il exprime me paraît très, très intéressante. Si vous l'avez en tête, j'imagine. Alors, bon, Ramon Fernandez, il faut, voilà, rapidement, surtout un grand critique littéraire, texte sur Molière, très beau, sur... et moi, c'est son fils, Dominique, qui m'a... Voilà encore un cas intéressant, qui m'avait demandé de préfacer les écrits de son père, notamment un mélange appelé Message. Ce que j'ai fait, c'était en 80, ou 79 ou 80, j'ai fait cette préface sans trop me soucier, finalement, de ce qu'avait été le parcours. Ouais, comme quoi on évolue. Encore une fois, il a porté l'uniforme du PPF, il a été à la tribune avec Doriot pour des propos hallucinants, mais, effectivement, je crois que Dominique le rappelle dans son livre aussi, mais il a fait l'éloge du Bergson, qui est mort pendant l'occupation. Évidemment, il ne fallait pas faire l'éloge parce qu'il était juif. Il est même, je crois, allé à l'enterrement. Il a persisté dans son amour de Proust, dont il était l'ami. Il n'a pas cédé au pire antisémitisme de l'époque, mais il a cédé à la version française, la pire quand même, du PPF. Brasillac, c'est très différent. Brasillac, c'était un collaborationniste forcené, un antisémite tellement forcené qui donnait les adresses de celles et ceux qu'il fallait arrêter. C'était quelque chose d'incroyable. Et effectivement, il est le seul à avoir été fusillé à la Libération. Je pense que c'est une erreur, parce qu'évidemment, il fallait... c'était la seule manière d'en faire un martyr, et plus une victime. Pourquoi est-ce que le procès a été expéditif? Elle le raconte très bien d'ailleurs Alice Kaplan dans son livre. Procès expéditif, où d'ailleurs il n'a exprimé ni remords, ni regrets. Enfin, bon. Et au moment où il a été demandé au général de Gaulle de donner la grâce, il l'a refusé. Et l'argument que le général de Gaulle ensuite a donné, c'était dans des entretiens avec Alain Perfit, c'est un intellectuel, on en revient un peu au titre de mon livre, un intellectuel a encore plus de responsabilité qu'un autre. Parce que ce qu'il dit est écouté, est suivi, et a valeur dans certains cas de commandement. Et donc c'est la raison pour laquelle le général de Gaulle a refusé la grâce, et que Brasillac a été... Brasillac qui d'ailleurs était un intellectuel intéressant. Notre avant-guerre, c'est un bon livre, ses anthologies sont intéressantes. Je pense que c'est un très mauvais romancier, mais ça c'est moi qui parle, hein. Des romans à l'eau de rose qui ne m'intéressent pas, mais c'est pas un intellectuel négligeable. Donc voilà, mais rien à voir avec Ramon Fernandez dans les parcours, même si à l'arrivée, ils font partie de ce qu'a été la littérature française collaborationniste. Là j'ai une question alors, qui est un peu délicate. Il ne faut pas commander trop les...
Si on vous embête, Non, non. vous le dites, parce que... Oui, protester, pas trop quand même. Mais, non, c'est que on sent, oui, parce qu'on peut parler aussi d'autres écrivains, mais j'ai pensé à quelque chose en vous lisant, c'est que on sent quand même que je me suis interrogé sur ce manque d'éthique, finalement. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque à tous ces écrivains de talent pour n'avoir pas choisi une meilleure voie? Est-ce que c'est pas une question de morale littéraire et d'éthique personnelle? Et cette question de l'éthique, qui je pense est importante chez vous aussi, je me suis demandé à un moment si ça venait pas, enfin cette façon de quand un événement dramatique arrive, de ne pas s'arrêter pour réfléchir et d'y faire face et de continuer à foncer dans la mauvaise direction. Je me suis demandé si ça ne faisait pas appel à un souvenir personnel lié à la fuite, à l'accident de votre frère Olivier et de la fuite, vous savez, du type qui ne s'est pas arrêté. Alors qu'en fait, c'est ça qui est choquant dans cet accident. C'est le fait qu'ayant renversé un enfant, il ne se soit pas arrêté et il a pris la fuite, quoi. Et il y a quelque chose d'immoral là-dedans qui a quelque chose à voir avec, je trouve, l'attitude de ces... de ne pas faire face à... Je ne ferai pas de lien, évidemment, parce que chez moi, ça je le sais, parce que c'est dans ma chair, je sais que le jour où j'ai vu mon jumeau renversé par une voiture et que le chauffard, le criminel, sur cette route de Seine-et-Marne a continué, ne s'est pas arrêté, il a bien vu qu'il renversait un enfant, il a continué, il ne s'est pas arrêté, ça a inculqué en moi, dans ma chair, un sentiment, mais très profond, qui me poursuit encore aujourd'hui, de ce qu'est la justice et l'injustice. C'est plutôt ça, plus que la morale. C'est-à-dire, si un fuyard qui vient de tuer un enfant peut continuer sa route, et d'ailleurs ensuite, puisque je l'ai retrouvé dans les papiers de mon père après sa mort, mon père a fini par le retrouver grâce à un policier qui avait écrit un petit... Mon père était directeur des PUF, des presses universitaires de France, et un policier avait écrit un petit que sais-je sur la police. Donc il a fait appel à ce policier, et on a retrouvé la trace du chauffard. Et j'ai retrouvé, moi, la trace dans les papiers de mon père, du double de la lettre qu'il avait écrite à cet homme. Donc il avait retrouvé, évidemment, ni procès, ni rien, tout ça, juste, vous avez tué un enfant. Il a laissé, dans cette lettre, il a dit à cet homme ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que c'est chez moi, ça, comment dire, ça a forgé un sentiment tellement profond de l'injustice que je ne la supporte pas. Mais je serais incapable, compte tenu que c'est mon histoire personnelle, encore une fois, que d'ailleurs j'ai eu longtemps, j'ai eu un mal fou à exprimer, je ne peux pas la mettre en rapport avec la moralité, l'immoralité ou la saloperie de ça. Pour moi, c'est trop personnel pour que je puisse... oui, et puis... ça me rappelle, il y a ça c'est tout à fait autre chose, c'est pour sourire un peu, parce qu'on ne va pas non plus être trop triste, mais il y a un mois, je présidais la foire du livre de Brive. On m'a demandé de présider la foire du livre de Brive, donc j'étais très, très heureux, parce que c'était l'occasion de faire toute une série de rencontres, de débats, vraiment. Et à peine de débarquer à Brive, que je vois arriver vers moi François Hollande. Il dit bonjour Monsieur le Président, je dis vous en êtes un autre. Et moi qui croyais qu'il lisait jamais un bouquin, il me dit maintenant, je suis en train de lire votre livre, là, des mots et des actes, c'est très intéressant, mais je sais pourquoi vous l'avez écrit. Je dis dites-le moi parce que moi je ne le sais pas. Donc je sais que c'est une demande de Régis Debray, je
Je le sais parce que j'ai lu l'année dernière, il y a 2 ans, Le Dernier hiver du Cid, très bon livre d'ailleurs, sur votre beau-père Gérard Philippe, et j'ai découvert que le père de Gérard Philippe avait été collaborateur et condamné à mort par contumace à la Libération. Et je lui dis, ça, d'abord, donner la preuve, Monsieur le Président, que vous lisez, ce qui est une bonne chose, et que vous me lisez, c'est pas mal non plus, mais il n'y a aucun rapport entre les deux, non. C'est-à-dire, je crois que... Non, ce livre-là, je l'ai vraiment écrit parce que je voulais simplement montrer que les mots, que le verbe est dans le verbe. Que, vous voyez, il y a un bouquin passionnant qu'avait écrit, un essai passionnant, difficile, un très grand linguiste et philosophe qui est Jean-Pierre Faye. Il s'appelle Langage totalitaire. Il y a très longtemps, dans les années 70. Et dans ce gros volume, Jean-Pierre Faye démontre que les mots du nazisme, les mots du fascisme en Italie ont été utilisés dans les discours dès les années 30. On peut lire ce qui va se passer uniquement en écoutant ou en lisant les discours qu'ont prononcés Hitler avant d'être le Führer, Mussolini avant d'être le Duce. On a tous, vraiment le verbe est dans le verbe dès le début des années 30, 32, 33. Et je pense que on ne se méfie jamais assez des mots. C'est d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que c'est une formule que j'ai reprise au début du livre, qui est de Céline, qui dit, en gros, attention, on ne se méfie jamais. Et non, il ne s'est lui-même pas assez méfié de ces mots. Et donc voilà, c'est pour ça que... Et puis aussi, pour reprendre, et m'interroger sur l'argumentation du général de Gaulle. Est-ce qu'un intellectuel est plus responsable qu'un autre, tout en, et ça c'est très important aussi, tout en me refusant, j'expose, je dis évidemment ce que je pense, mais je crois qu'aucun de nous n'a droit à une morale d'escalier, et que qu'est-ce qu'on aurait fait les uns et les autres pendant cette période? Quand on aurait choisi, jusqu'où serait-on allé dans la bravoure ou dans la lâcheté? Personne n'a le droit de le dire aujourd'hui. Il n'empêche, c'est intéressant à observer, de voir comment se comporte un pays et comment dans ce pays se comporte la population intellectuelle. Mais je me méfie beaucoup aussi des jugements d'escalier qui n'ont pas lieu d'être, ce qui ne m'empêche pas d'admirer la bravoure de Prévost, de Lucéran, de Decour et des autres. D'ailleurs, concernant sur cette période, celui qui peut-être a le mieux traduit l'ambiguïté, la difficulté de faire le choix, le fait qu'on ne sache pas exactement qui est qui, c'est peut-être encore Modiano dans les romanciers modernes, particulièrement dans ses premiers romans. Est-ce qu'on peut parler un peu aussi, pour apporter un peu de lumière dans tout ça, d'autres écrivains, alors là pour le coup absolument admirables, ce dont Malraux disait, ce sont nos frères dans l'ordre de la nuit. Voilà. Par exemple, enfin, je pense qu'un des plus connus, c'est évidemment Vercors avec le Silence de la mer et par le même coup la fondation des éditions Minuit clandestines, mais aussi nombre de revues poétiques, par exemple autour de Segers ou de Maxwell Fouché, par exemple, qui publie effectivement des poèmes d'Éluard, d'Aragon principalement, enfin d'autres écrivains, de Jean Cassou, enfin bon, bref, qui ont d'ailleurs la particularité, c'est une chose dont on ne parlait pas dans le livre, mais qui est intéressante, je trouve, sur cette période, que ce sont des écrivains, des poètes, alors peut-être est-ce qu'on se méfie moins de la poésie, qui ont publié à la fois
a découvert, disons, sous leur vrai nom, des poèmes un peu codés, disons, à double entente, appelant à la résistance, évidemment, et sous des pseudonymes, par exemple, aux éditions de Minuit, ça peut être aussi bien François Mauriac, Elsa Triolet, d'autres, sous des pseudonymes, des textes ouvertement clandestins. Enfin, ouvertement clandestins, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui ont eu beaucoup de retentissement, en tout cas. Alors donc, ces revues, ces correspondances, ces journaux, ces tracts, et effectivement, vous faites un sort à Paul Éluard, donc vous pouvez nous parler, qui est un choix extrême, puisqu'on va bombarder, si je puis dire, la France de son poème Liberté. D'abord, je ne vais pas vous raconter les livres que je n'ai pas écrits. Encore une fois, il y a beaucoup d'absents dans ce livre, et il n'est pas impossible que dans une édition poche augmentée, je fasse d'autres... Bon. Je ne vais pas raconter non plus toute la geste des éditions de Minuit. Vercors, oui, Jean Brulaire, alias Vercors. Bon, d'ailleurs, Le silence de la mer, un texte qui a été le texte inaugural des éditions de Minuit, peut être lu de manière ambiguë. Hein. C'est pas forcément le livre de résistance, c'est quand même comment, en même temps, le compagnonnage avec un officier allemand, en bref. Mais Vercors était un homme que j'ai connu, d'ailleurs, absolument grand ami de Gérard Philippe, absolument merveilleux. Et c'est vrai que les éditions clandestines avec l'Escure ont joué un rôle capital. On publie notamment le Cahier noir de Mauriac. Mais ne lancez pas là-dedans, parce que sinon j'en ai pour 3 heures. Et encore une fois, je ne l'ai pas écrit dans le livre. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on vient de rééditer, voilà, aussi pour des raisons anniversaires, chez Minuit, ce tout petit volume d'Éluard qui est Liberté, qui est un texte d'une beauté incroyable. Et j'étais il y a un mois ou 2 mois, je ne sais plus, à la Grande Librairie, de Trapenard, avec à côté de moi Edgar Morin, 101. Admirable Edgar Morin, qui est arrivé d'ailleurs, on l'a mis de fauteuil roulant sur une chaise, résistant, c'est un résistant. Et quand j'ai vu une petite jeune fille lire Liberté, pas lire, d'ailleurs, dire Liberté, devant le vieux Morin, qui avait les larmes aux yeux, c'était ce poème Liberté, qui, vous avez raison, Nicolas, a été parachuté par l'aviation anglaise, par la RAF, pendant en 1944, comme on lancerait un tract, hein, c'était vraiment ça. Mais là, tout d'un coup, cette jeune fille d'aujourd'hui qui lisait devant Edgar Morin, rescapée de la résistance intellectuelle, tout d'un coup, ce poème magnifique prenait qui a été, on le sait, magnifiquement mis aussi en image, hein, prenait une force absolument incroyable. Et pour en finir, si je veux dire, avec les poètes, Pierre Ségars avait fait cette fameuse anthologie des poètes résistants, qui a apparu peu de temps après la Libération, et qui rassemble évidemment ce bataillon, cette compagnie de poètes résistants, dont on ne mesure pas à quel point elle était importante et décisive, parce qu'effectivement, parfois il arrive, le vers est dans le verbe, mais le soleil parfois est dans le verbe, et c'est vrai que ces poètes-là, notamment notre ami Aragon ou d'autres, Éluard, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion de l'idée qu'on pouvait se faire de la résistance et de la liberté. Je ne voudrais pas
avoir l'air d'insister lourdement sur les perches que vous me tendez, mais effectivement, il n'est pas du tout question d'Aragon dans ce livre. Mais, ça sera dans l'édition augmentée. mais je tiens à souligner, puisque de mes études, tu l'as dit, c'était un... tu l'as dit, il a sa place. Hein. Oui, 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 Évidemment oui, qu'il a c'est sa place. Mais comme Romain Gary, comme... il y a même un poète que vous connaissez tous, même vous connaissez peut-être Henri Nano. Ça vous dit quelque chose? Poète, artisan, paysan du Limousin, qui a laissé des scènes de la vie de Maquis, qui était dans le Maquis Guingouin. Et Henri Nano était un personnage qui est un ami breton, totalement inconnu aujourd'hui. Et j'avais tellement envie, c'était un livre de René Rougerie, de l'éditeur qui m'avait fait découvrir Nano, j'ai tellement envie d'en parler que j'ai fait dans le numéro de la NRF de ce mois-ci un grand texte sur Henri Nano que je vais ajouter dans l'édition augmentée où il y aura Aragon, des poètes et Nicolas Mouton. Non, mais c'est pour dire, parce que souvent on entend une chose très fausse, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah ben oui, mais ça n'était que des poèmes, c'est pas des gens qui ont pris les armes à la main, ou je sais pas quoi. D'abord, ils ont eu des actions, notamment de faire le lien entre les différents écrivains un peu résistants de la zone sud et de la zone nord, ce qui était déjà pas mal. Et surtout, on ne se rend pas compte qu'un simple poème comme ça, ou une revue clandestine trouvée dans leur poche ou dans leur valise, pouvait leur valoir le plateau d'exécution tout de suite. Donc c'était un acte résistant au même titre que d'autres. Pour s'acheminer doucement vers la fin. Vous avez froid, non? Je sens les... Ne les encouragez pas. Je voulais signaler, avant de citer une de vos phrases qui m'interroge, un gros livre pour ceux que la question intéresse vraiment, de Gisèle Sapiro, c'est une sociologue, enfin qui s'intéresse beaucoup au rapport des écrivains et de l'engagement de la guerre, etc. La guerre des écrivains, qui traite de toutes ces questions, et alors là, qui est vraiment une somme vraiment absolument passionnante. Enfin, ça demande un peu d'investissement, mais enfin, ça vaut vraiment le coup. Et vous dites, alors je ne pense pas que ce soit une conclusion, mais j'aimerais citer votre phrase quand même, qui arrive vers la fin de ce livre, à propos de tous ces engagements, etc. Vous dites, on n'est pas... pardon, attendez, je vais prendre mon ustensile. Parce que, voilà. On n'est pas dans l'absolu. Oui, voilà. On n'est pas dans l'absolu un héros ou un salaud. On le devient pour des raisons qui, dans un premier temps, n'ont rien à voir avec l'engagement idéologique. Comme toujours, c'est le contexte et les conditions qui font... Là, je vais dire des banalités, mais sans l'ordre nazi, Prévost n'aurait jamais pris les armes. Encore une fois, ces idées, fondées sur l'enseignement du philosophe Alain, étaient pacifistes. Ce sont les événements qui déclenchent. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas non plus à juger, c'est que tout d'un coup, on accepte ou on n'accepte pas. Quand on a le choix d'ailleurs, parce que les juifs qu'on emmenait dans les camps de la mort, ils n'avaient pas le choix, on ne leur demandait pas mais ce sont les conditions qui font, encore une fois, dans le milieu littéraire, c'est pour ça que le bouquin de Sapiro est si important, c'est qu'elle montre bien que avant la guerre, ce sont des intérêts des uns et des autres, des jalousies. D'ailleurs, même François Mauriac disait « Je me suis engagé dans la résistance intellectuelle parce que ceux qui n'arrêtaient pas de me cracher dessus étaient les écrivains qui étaient devenus collaborationnistes. » Il ne disait pas « Je l'ai fait par héroïsme », mais c'était pour prendre sa revanche sur et pour répliquer aux écrivains, notamment les académiciens collaborationnistes. Donc, toutes les manières,
sur cette période, aucun de nous n'a encore une fois de... Moi, je ne sais pas pourquoi, comment. Un exemple sur quelqu'un qui n'est pas un écrivain, enfin qui allait le devenir beaucoup plus tard, non, qui est Daniel Cordier, parce qu'au moment où De Gaulle fait son appel, lui, Daniel Cordier, c'est quelqu'un qui est proche de l'action française, qui n'est pas du tout préparé, c'est pas c'est pas un, je sais pas, un communiste ou un antifasciste de longue date, hein, pas du tout, et d'un seul coup, il prend le parti de partir à... C'est comme Darlan qui a dit qu'il était allé à Vichy parce qu'il avait raté le bateau pour Londres. Et que si le bateau avait été là à l'heure, il serait allé du côté du général de Gaulle. Je cite à la fin, alors lui je ne l'ai pas oublié, vous voyez, je ne l'ai pas oublié Nicolas. Je cite Jules Roy. Jules Roy qui était un officier, Magnifique page sur officier pétainiste, qui ensuite effectivement, a fait le choix de s'engager dans la RAF, mais qui a commencé par... il était un officier de l'armée qui obéissait à Maréchal Pétain. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on passe... Bon, c'est très compliqué, encore une fois. C'est parce que c'est compliqué que c'est aussi passionnant. C'est qu'on est là dans une zone... c'est pour ça que je comprends très bien mon ami Moyano, qui lui... qui est le maître du clair-obscur, de l'interlope, du noir et du blanc, mais il faut aussi se méfier du manichéisme, ça c'est sûr. D'ailleurs, on peut peut-être citer, pour ceux qui voudraient lire, de Jules Roy, et ça correspond à la oui, c'est ça. À la période dont vous parlez, à la fin du livre, je pense que c'est un de ses derniers livres, qui est Bach, Gainsbourg et moi. C'est une chose qu'il écrit à Vézelay. Parce qu'il j'allais voir très souvent à Vézelay, il habitait en dessous de la basilique, Julius, et il avait vu, et quand j'allais voir, il me disait, ma seule obsession, c'était vrai, hein, c'était quand je bombardais l'Allemagne à la fin de la guerre, avec les avions de la RAF, il lâchait des bombes. Ma seule obsession, mon seul effroi qui me poursuit, c'est d'avoir lancé une bombe sur la tombe de Jean-Sébastien Bach. Il était fou de Bach. Et je disais, mais pourquoi ça te... Et quand Rostropovitch était venu enregistrer les suites de Bach dans la basilique de Vézelay, il s'était pris de passion pour Rostro et en même temps il était venu écouter les répétitions et les enregistrements tous les jours. Et à ce moment-là, en dessous de Vézelay, il y a un restaurant très chic qui s'appelle l'Espérance. Arrivait en très très mauvais état pour ces derniers jours, Serge Gainsbourg, qui était en train de... Et là, Julius, comme il savait le faire, Jules Roy, a organisé la rencontre entre Rostropovitch et Serge Gainsbourg. Et c'est vrai que quelque chose qui est à peu près que seul un écrivain un peu fou comme était Jules Roy pouvait faire. Il en a tiré un livre, effectivement, qui est très beau d'ailleurs. Comme ça, baigné par la lumière de Vézelay et de celle qu'il adorait, qui était Marie-Madeleine. Pourquoi je raconte ça? Je ne sais pas. Et Jules Roy est dans le livre. Et est-ce qu'on peut s'étonner, ou est-ce qu'on doit s'étonner, comme je le fais, vous transmettrez le message à Antoine. Pourquoi est-ce que chez Gallimard, par exemple, on a des Pléiades, on l'a dit, il y a des Pléiades Chardonne, il y a des Pléiades Drieux, il y a des choses comme ça, il n'existe pas, à ma connaissance, une Pléiade, par exemple, sur le modèle de ce qu'avait fait Segers, qui regrouperait les grands textes de la résistance intellectuelle, par exemple. Très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ouais, effectivement, très bonne idée. Ouais. Je ne suis pas éditeur, mais je vais transmettre à Antoine Gallimard. C'est une très belle idée, ça. C'est un peu tard, il aurait fallu le faire avant, mais... Il y a peut-être des questions que vous voulez me poser. J'ai une question.
D'abord, j'ai adoré votre livre. Je l'ai lu d'une traite, j'ai appris plein de choses. Mais j'ai juste une question par rapport à ce que vous voulez dire là. Est-ce que vous avez fait une religion sur l'homme et l'artiste? Parce que moi, personnellement, Céline, je peux pas. Ah, je ne peux pas. Mais vous ne pouvez pas, à cause de ces idées? Oui, oui, je ne peux pas du tout, parce que c'est un seul type. Et moi, j'ai besoin d'avoir une espèce de forme d'admiration, d'empathie vis-à-vis de Je comprends très bien ce que vous dites. C'est ce encore une fois, c'est ce que m'ont écrit beaucoup de femmes et d'hommes après que j'ai inscrit Céline au Masque et la Plume. Mais moi, vous, est-ce que vous êtes fait plus une... Je vais donner un exemple encore pour vous montrer à quel point je suis paradoxal. C'est que je vous ai dit un mot de la correspondance Morand-Chardonne, qui est peut-être dans certains cas pire que les pamphlets antisémites de Céline, parce que il englobe tout. Eh bien, Morand, pour moi, je continue à le lire. Je trouve que c'est le meilleur styliste de cette période-là. Ses récits de voyage sont magnifiques. Milady, qui est son texte, évidemment, sur l'équitation et la haute école et les cadrans de Saumur, est un petit chef-d'œuvre. Mais même dans cette correspondance, voilà, avec Chardonne, encore une fois, à vomir. Il y a tout d'un coup, il écrit de partout, tout d'un coup, sur le pays où il se trouve, en 3 phrases, vous avez le paysage. C'est admirable. Donc, non, je ne m'interdis pas de lire Morand, alors que les propos qu'il tient, les idées qui sont les siennes dans cette correspondance, me révulsent. Donc oui, je me suis fait une religion, c'est de ne pas m'empêcher de lire les écrivains. Voilà. Mais je comprends parfaitement votre position, qui est partagée par beaucoup. Hein. Même si, par exemple, Guerre de Céline a connu un succès incroyable. Donc il y a des gens qui... mais je ne pourrais pas m'empêcher de plus voir Cocteau pareil. Pardon? Je ne pourrais plus m'empêcher de voir Cocteau pareil. Je l'ai admiré, j'ai trouvé que c'était un génie, un artiste. Vous venez de me le... vous l'avez brillé, quoi. Là. Encore une fois, je vous ai répondu très sincèrement, mais je comprends parfaitement bien votre position. Oui, monsieur. Oui, pour moi, il y a une sorte d'aberration par rapport à l'antisémitisme, parce que c'est une aberration logique. C'est incompréhensible, l'antisémitisme, par rapport à la logique pure. Oui. Et c'est tellement vrai qu'en Allemagne nazie, les Allemands ont critiqué les 2 plus grandes théories jamais existées, l'une par Albert Einstein sur la relativité et l'autre sur la physique quantique. C'est vrai qu'il y a énormément de juifs qui ont collaboré. Ils les ont qualifiées de théories juives. Vous vous rendez compte à quel point justement l'aberration peut aller? Comment est-ce qu'une théorie peut-elle être étiquetée juive? Non mais, encore une fois... Elle n'est pas circoncise, la théorie de la relativité. Mais c'est... Et ce que vous m'avez révélé là, pour moi, je ne vois pas de raison logique à tout ça. Si ce n'est une éducation qui a été essayée, une imprégnation, quelque chose qui est entré au forceps dans l'esprit des gens et qui a... Sauf que l'antisémitisme en France n'a pas attendu l'occupation pour s'exprimer. Je vous rappelle l'affaire Dreyfus, je vous rappelle... Sauf que la journal d'antisémite, il y avait même un journal d'antisémite qui existait. Bien sûr, mais sauf que il ne menait pas les Juifs dans les camps de la mort. Ce qui a tout changé... Non mais, attendez... voilà. Et certains d'ailleurs, veulent défendre Maurras quand il tient les propos que j'ai dit, en disant oui mais c'était avant. Non, le problème c'est que relire Jean-Pierre Faye, les mots d'avant mènent à ce qui s'est passé en 40-45. Moi j'ai un peu le même sentiment que ce monsieur, je ne lis pas Céline pour les mêmes raisons. J'ai adoré Cocteau et j'ai un problème maintenant. On m'avait donné une furieuse envie de lire Jean Prévost, ça c'est clair. Mais moi je voudrais poser une question tout à l'heure. Il y en a un, j'ai parlé de Stendhal et j'ai parlé de Duhamel, qui sont des parcours inter. Il y a un roman qui est beaucoup de ceux qui est les frères Bouquincan, qui est formidable. Les frères Bouquincan, qui d'ailleurs a été porté au cinéma. Je crois que c'était 2 points, je ne sais plus qui.
Donc oui, Élisée Lucéran. Hein. J'ai lu. Ah, vous avez lu. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit il n'y a que les écrivains et les peintres français qui sont allés à Weimar. C'est vrai, mais il n'y a aussi que le gouvernement français qui a collaboré avec les nazis dans tous les pays qu'ils ont occupés. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que vous en déduisez quelque chose? Non, en Croatie, non, il y a eu deux pays européens où il y a eu des gouvernements qui ont collaboré. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas qu'en France. Non, mais je parlais des voyages de propagande. Oui, d'accord. Les seuls à y avoir participé étaient écrivains et artistes et comédiens français. C'est organisé par qui, ça? Par Goebbels. C'est Goebbels qui était le Jacques Séguéla du nazisme. Il y a un film qui va sortir, un docu-fiction, donc je ne sais pas, fin janvier, qui s'appelle Goebbels et le Führer, qui est passionnant. Moi j'ai lu passionnant parce que on voit comment, dès avant la guerre, Goebbels a été chargé de faire la propagande du régime nazi et des idées hitlériennes. C'est une machine, c'est pour ça que je dis c'est c'est une machine qui était... et donc, le voyage des artistes et écrivains d'un pays occupé en Allemagne était conçu comme une opération de marketing et qui a fonctionné admirablement. Mais elle n'a fonctionné qu'en France. Une dernière. Oui, la première chose, la question de la séparation de l'homme et de l'écrivain est très difficile. Si on prend ça comme un principe obligatoirement à prendre en compte, c'est difficile à évacuer. Et c'est un principe qui est difficile à évacuer parce que on peut considérer que lier l'homme à son écrit, c'est utiliser un principe d'autorité. C'est-à-dire qu'on va dénier la justesse du propos, de la phrase, de la description de la forêt, parce que c'est toi qui le dis. Et donc c'est tout ce dont on doit... Mais vous prenez le risque de faire ça. C'est pas ce que je dis. Je sais bien, mais vous prenez ce risque-là. D'accord. Et donc, Schopenhauer, vous le relisez, il y a un passage sur le principe d'autorité et le fait que dans les réseaux sociaux, on passe notre temps à démonter non pas le propos du gars, mais d'abord lui scier sa jambe tranquillement. J'ai un malaise, moi, à lire et Cocteau et Céline. Ça n'exclut pas. Ma question, c'est si on prend tous ces courants, en quoi les thématiques, que ce soit les collabos et les pas collabos, à partir des années 30, il y a eu un glissement au cœur même de leurs œuvres, et peut-être moins dans des écrits politiques ou des écrits dans les journaux ou des lettres. Est-ce que ça a densifié voilà. Est-ce que les collabos, je connais rien de tout ça. Brasillac, vous me dites c'est du roman à l'eau de rose, il cloisonne. Non, mais les autres, est-ce qu'ils... C'est mon sentiment de critique littéraire, c'est pas mon sentiment de... Est-ce que, ma question c'est, est-ce que ce goût pour l'ordre, pour machin, ça va imbiber leur littérature? Si on accepte les pamphlets de Céline, qui étaient des livres, si on accepte quelques livres, je pense au Périple juif de Jacques Chardon, qui a toujours dit qu'il est quand même écrit en 1937, le Périple juif. Il faut le faire, hein, avant le... à la fin de mon livre, il y a une bibliographie. On voit bien que mes références, ce sont encore une fois les correspondances, les journaux intimes, les textes et les articles parus dans les revues et dans les journaux, mais qu'on ne trouve pas dans les œuvres de fiction, dans les pièces de théâtre. On ne trouve pas trace de leurs idées, de leur idéologie. On ne s'appuie vraiment... Oui, pardon. Non, c'est simplement, je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur, parce qu'il y a une chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est à propos de Céline, où moi j'ai un petit malaise aussi, non pas sur Céline, sur lequel mon opinion est faite, mais sur le fait qu'il y ait encore beaucoup de gens qui le portent au nu aujourd'hui. Or,
disons, inconditionnelle de Céline. Et moi, je trouve, peut-être est-ce que je me trompe, mais je trouve que, à part ces deux grands chefs-d'œuvre, disons Le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, je trouve qu'à partir du moment où il a commencé à dériver vers son antisémitisme furieux, finalement, il n'a plus fait, même après la guerre, de livres aussi bons que les précédents, et que finalement son idéologie a affecté son talent littéraire. La question du ressentiment, par exemple, qui devient massif. C'est une théorie tout à fait recevable, et qui, je ne suis pas là même parfait. De la même manière que, à contrario, je suis convaincu, vous savez, vous connaissez le mot de Stendhal, j'ai écrit La Chartreuse de Parme en 51 jours, mais avec l'expérience de toute ma vie. Ce qui était vrai. Moi, j'ai toujours le sentiment que Prévost, qui a été tué par les Allemands il y avait 41 ans, que s'il avait survécu, s'il n'avait pas été tué, il aurait fait son grand œuvre, sa Chartreuse de Parme, après, à contrario. Mais oui, sur l'évolution de Céline, c'est vrai que plus il s'est mis à grimacer et à penser et à écrire des horreurs, moins son grand œuvre. Je rappelle qu'il était médecin avant d'être le pamphlétaire qu'il est devenu. Oui, je suis pas loin de... Même si ces idées, encore une fois, les pires, remontent avant l'occupation. Quelque chose qui est très drôle, si on veut, concernant Céline, dont vous parlez dans le livre, c'est quand on a publié le recueil de ses lettres à Gallimard, les lettres à la NRF. Qui sont un tissu d'insultes et d'horreurs, etc. Et alors, il y a des gens qui trouvent que c'est de la verve, que c'est extraordinaire, mais en fait, c'est une logo, enfin, de mon point de vue, une logorée complètement... il est assez maniaque, en plus, il est toujours en train de demander de l'argent. Ça montre d'ailleurs, entre parenthèses, c'était un grand éditeur, parce qu'il a accepté de recevoir des tonneaux d'insultes. Et je parle aussi de Bernard Grasset, je n'ai pas oublié dans mon... qui est quand même l'éditeur, plein de titres de Bernard Grasset, c'est quand même l'éditeur en France des principes d'action d'Adolf Hitler, qui a tellement aimé le régime nazi qu'il voulait déplacer sa maison d'édition de la rue des Saints-Pères jusqu'à Vichy, et qu'il a publié des... Ah oui, mais après il a publié toute une série de... Oui. Pour finir un peu sur une boutade, est-ce qu'il y a de mauvais écrivains résistants? Encore une fois, vous m'aurez pas. Chacun est libre, par exemple, de juger. Certains trouvent effectivement Saint-Exupéry trop scolaire. Moi, je trouve que tous ces textes, notamment certains de ces textes comme Terre des Hommes, sont absolument, croyez-y, absolument remarquables. Je suis moins fan, même si mon beau-père l'a lu admirablement du Petit Prince. Regarde là derrière, il y a un film qui sort là. Oh, n'y allez pas. C'est par un Argentin qui s'appelle Syntex, qui est incarné par Louis Garrel. Mais c'est une catastrophe industrielle. Syntex. C'est sur l'histoire de l'aventure de Guillaumet quand il a recherché son copain Guillaumet qui est joué par Vincent Cassel. Ce que Guillaumet a fait, aucune bête ne l'aurait fait. Exactement, bravo. Non, ça, mais le film que vous allez voir, aucune bête dans le tellement c'est une... Mais j'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai appris ce matin dans l'émission La bande originale que l'Allemand, le chasseur allemand qui a abattu Syntex, a su qu'il avait abattu Syntex. Il y a tout un débat. Et qu'il a dit que... C'est pas un chasseur, c'est un avion. Non. Ah bon, il a été la théorie, c'est qu'il aurait été abattu depuis le sol. Ah oui. Depuis le sol. Oui, enfin. Comment il a su, le gars qui est totalement anti-aérien? Il paraît qu'il a su et qu'il a dit qu'il regretterait jusqu'à la fin de ses jours. Ça a beaucoup couru après la découverte de l'avion, qui est récente. Mais ça prête beaucoup à caution. Je suis pas sûr. Puis le mec qui a abattu, qui sait qu'il a atteint l'avion de Saint-Exupéry.
Ben là, il disait que c'était un avion. Moi, je propose à Nicolas qu'on arrête Bon, bah. le débat maintenant, parce qu'on aimerait... Merci en tout cas. Merci. Pardon. J'espère que vous êtes pas trop ennuyés. Je vous demanderai juste, comme d'habitude, de me ramener les chaises, s'il vous plaît, au fond.